Le cri de l'enfant ne fut pas qu'une simple exclamation, ce fut une rupture apocalyptique du silence soigneusement construit qui dominait la salle d'audience, un coup de tonnerre déchirant le calme tendu de la tempête imminente. Soudain, l'air devint irrespirable. Le juge, le lourd marteau suspendu au milieu de sa descente, resta figé dans un geste d'autorité interrompu. Le procureur se retourna, mêlant surprise et désagrément, tandis que le public explosait dans un brouhaha de murmures nerveux. Au premier rang, un homme vêtu d'un costume coûteux, l'homme d'affaires Gustavo Nogueira, serra les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, la symétrie de son visage parfait s'écroulant lentement. Pour la première fois de sa vie intouchable, Gustavo Nogueira sentit le frisson glacé de la peur lui parcourir le dos comme un prédateur invisible. Sur le banc des accusés, le mendiant Eduardo Solto, humilié et vaincu, leva lentement la tête, ses yeux emplis de larmes contenues et sa voix, qui avait été réduite au silence par le poids du mépris public, sembla reprendre vie. Gabriel Bastos, à peine âgé de 11 ans, se dressa face à eux. Bien que sa stature fût fragile, dans son regard se condensait un courage plus pur et plus ferme que celui de tous les adultes réunis. Il tenait un téléphone portable dans des mains visiblement tremblantes, comme s'il portait une relique sacrée ou une lourde croix. « J'ai les preuves », déclara-t-il. La simple prononciation du mot « vérité » sembla allumer une flamme invisible dans l'atmosphère, et pendant un instant chargé de prophétie, tous comprirent que ce qui était jugé ce jour-là n'était pas seulement un vol matériel, mais l'intégrité et l'âme morale de toute une société. Le juge, tentant désespérément de retrouver un semblant de contrôle, frappa le pupitre avec une force assourdissante. « Silence dans la salle » hurla-t-il. Mais le silence n'obéissait plus à la loi, il respirait un mélange volatile de crainte, de tension et d'une foi inattendue. « Qui a permis à cet enfant d'entrer » cria-t-il, sa voix à peine une fissure dans le bruit. Personne ne répondit, paralysé. Le procureur renifla, condescendant. « Ce n'est pas un cirque, gamin. » Gabriel ne céda pas d'un centimètre. Sa réponse fut une flèche de simplicité morale qui tomba comme une pierre sur le cœur de toutes les personnes présentes. « Non, monsieur, c'est un tribunal, et ici, il devrait y avoir la justice. » Quelques rires forcés et nerveux se firent entendre, mais s'éteignirent rapidement, étouffés par la force de sa conviction. Eduardo, le mendiant, baissa les yeux, la poussière de la misère couvrait sa barbe, et ses mains liées continuaient de trembler. Il semblait être un homme résigné à son destin fatal. Pourtant, l'enfant qui le défendait le regardait avec une intensité qui transcendait sa condition, voyant quelque chose que tous avaient oublié, sa dignité inébranlable. Le juge fronça les sourcils, sa patience s'épuisant. « De quelle preuve parles-tu, enfant ?» Gabriel prit une profonde inspiration, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec une détermination visible. « De la vidéo que personne n'a voulu voir. » Il leva le portable, la lumière bleue qui émanait de l'écran illumina son visage juvénile et décidé. « Cet homme n'a rien volé. Vous êtes sur le point de condamner un innocent. » Le procureur sourit avec un mépris à peine contenu. « Et qui es-tu pour faire une telle affirmation ?» Gabriel le regarda fixement, avec la pureté de son témoignage. « Je suis celui qui a vu la vérité quand vous avez choisi de regarder ailleurs. » La phrase résonna comme une gifle morale. Gustavo Nogueira détourna le regard, incapable de le soutenir. Le juge déglutit difficilement. L'air dans la salle sentait maintenant la poussière, la peur et l'humidité. Dans un coin sombre, quelqu'un murmura une prière, « Dieu voit cela. » Eduardo tenta d'articuler une défense, mais sa voix se brisa en un sanglot. « Je n'ai rien fait, monsieur. » Sa faible lamentation se perdit au milieu des respirations contenues. L'enfant fit un pas en avant, magnifiant sa présence. « Je le sais, » affirma Gabriel, « parce que j'étais là. » Le juge l'observa, visiblement déconcerté. « Là, où ?» Gabriel hocha gravement la tête. Le jour du prétendu vol. Il n'était pas en train de voler. Il sauvait une vie. Un murmure éclata et se propagea comme une traînée de poudre. Le procureur tenta de rire pour dissimuler sa panique, mais le son sortit cassé et creux. Gustavo baissa la tête, évitant le regard accusateur de l'enfant. Pendant un instant suspendu dans le temps, la justice et le mensonge se firent face au centre de la salle, et au milieu, seul un enfant tenait la balance. Le juge se pencha en avant, la voix tendue par une nouvelle gravité. « Apportez-lui le portable. » Gabriel avança lentement, chacun de ses pas résonnant comme un tambour implacable dans la conscience de tous. Il déposa l'appareil sur le pupitre, et le juge,
avec des mains qui hésitaient maintenant, le connecta au projecteur de la salle. L'écran s'anima d'une lumière blanche éblouissante qui baigna le visage usé du mendiant. L'image apparut avec une crudité indéniable, Gustavo remettant un paquet suspect à un homme dans une ruelle et, à l'arrière-plan, la silhouette d'Eduardo couvrant de son manteau en lambeaux un enfant trempé par l'averse. Cet enfant était Gabriel. Ce jour-là, il m'a sauvé, dit Gabriel, la voix étranglée par l'émotion, et vous l'avez traité de voleur. Le juge ne put prononcer un mot, personne ne le put. Seul l'écho de la pluie qui continuait de tomber dehors et le tremblement de l'enfant emplissait l'air. À cet instant de révélation, il sembla que la vérité elle-même était entrée au tribunal, non pas avec de grands mots, mais avec une force silencieuse et irréfutable que personne dans la salle n'osait plus nier. L'atmosphère au tribunal, bien que brièvement brisée, restait imprégnée de la tension du conflit. La pluie tombait dehors, martelant les fenêtres, comme si le ciel dictait sa propre sentence inéluctable. Eduardo Solto demeurait sur le banc, son regard perdu dans l'ombre, les lèvres sèches et gercées, ses mains toujours liées et ses vêtements trempés par des années de misère et d'abandon. Face à lui, l'opulence se manifestait dans la figure de Gustavo Nogueira, qui tenait un mouchoir blanc pour essuyer sa sueur avec une élégance parfaitement étudiée. Son costume impeccable contrastait brutalement avec l'odeur âcre et terreuse qui émanait du mendiant. C'étaient deux mondes distincts, séparés par un abîme social qui n'avait pas besoin de mots pour être évident. Ce pays s'effondre parce que des gens comme lui respirent le même air que nous, murmura quelqu'un dans le public. Eduardo l'entendit, mais ne répondit pas, car il avait appris que le silence était sa seule et dernière défense. Cependant, à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose de différent commençait à bouger. Ce n'était pas la rage, mais une foi sereine, la certitude que, même si tous l'accusaient, la présence d'un pouvoir supérieur continuait d'observer. Le juge feuilletait les documents avec une lassitude qui semblait millénaire. Un vol dans le manoir Nogueira, un collier d'une valeur inestimable, lut-il à voix haute. Le procureur sourit avec une suffisance arrogante. Et les preuves sont là, dit-il en désignant un sac à dos râpé. À l'intérieur, le collier était exposé, enveloppé dans un chiffon sale. Eduardo baissa la tête. Il savait que cette preuve avait été placée là par une main corrompue. « Avez-vous quelque chose à dire ?» demanda le juge. Le mendiant déglutit. « Juste que je ne l'ai pas fait. » Des rires dédaigneux emplirent la salle. « Tous disent la même chose », ironisa le procureur, haussant les épaules. Le pouvoir se moquait ouvertement de l'innocence, et la justice, aveugle par choix, semblait jouir du sarcasme. Au fond, une femme se signa en silence. L'atmosphère sentait le papier mouillé, l'humidité et une peur palpable. Gustavo fit tourner la bague massive à son doigt avec un calme travaillé. Il savait que personne ne douterait de lui, son argent n'achetait pas seulement des avocats, mais aussi une crédibilité blindée. Entre les deux hommes, la distinction était presque religieuse, l'un couvert de haillons et l'autre enveloppé de parfums coûteux. Mais dans les yeux fatigués du mendiant, il y avait une dignité silencieuse que l'homme d'affaires ne parviendrait jamais à comprendre. Alors que Gustavo feignait de regarder sa montre, Eduardo se remémora un après-midi différent, sous un pont, où une femme lui avait offert un morceau de pain chaud. « Dieu n'oublie pas ceux qui sont vrais », lui avait-elle dit. Ces mots lui insufflèrent maintenant une force inhabituelle au milieu du sarcasme. Il regarda le juge, sa voix faible, mais ferme, « La justice n'est pas dans les papiers, mais dans le cœur. » Personne n'applaudit, peu semblèrent réellement comprendre la signification profonde de ces mots. Mais le silence qui suivit fut différent, lourd, inconfortable et presque révérencieux, comme si pendant une seconde, le tribunal avait senti la présence invisible de la vérité marchant parmi les bancs, leur rappelant que même le plus pauvre a une voix d'une valeur incalculable. Gustavo, visiblement irrité par la pause forcée, se pencha vers son avocat. « Accélérez ça, je ne veux pas perdre plus de temps. » L'avocat, sûr de sa victoire, hocha la tête et demanda la parole. L'accusé, Excellence, représente la décadence morale de notre société. Un vagabond sans emploi, sans morale. Il a volé parce qu'il ne connaît pas d'autre mode de vie. Eduardo serra les poings. Il ne pleura pas, il regarda fixement l'homme qui le détruisait avec des discours vides. Vous avez tout, pensa-t-il avec une lucidité douloureuse, mais vous avez perdu votre ami il y a longtemps. À cet instant, leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, Gustavo se sentit observé, non par un mendiant, mais par le reflet de sa propre conscience. Il détourna la vue, profondément mal à l'aise. Le juge frappa du marteau. On continuera avec les preuves.
Personne ne savait alors que cette phrase marquait le début de la fin pour le puissant. Dehors, le ciel s'ouvrit fugitivement, laissant passer un rayon de lumière. Personne ne le remarqua, sauf Eduardo. La lumière tomba juste sur lui, éclairant son visage fatigué, ce fut un murmure divin, « Résiste ». Et il résista. Pendant que Gustavo murmurait des contrats et de la réputation à son avocat, le mendiant priait en silence, demandant la rédemption, non seulement pour lui-même, mais pour l'homme qui l'avait condamné, « Pardonne-lui, Seigneur, car il ne sait pas ce qu'il fait ». Dans un monde où l'argent dictait les sentences, cette prière était un acte de révolution spirituelle. Le pouvoir était incapable de le comprendre, mais la foi, comme une braise sous les cendres, avait déjà commencé à bouger. Le vent changea de direction, et même si personne ne le savait encore, la vérité avait amorcé son chemin imparable. Gabriel Bastos avait toujours été un enfant d'une curiosité insatiable. Il vivait avec sa mère dans un appartement au-dessus d'une boulangerie, un endroit qui sentait éternellement le pain sucré et le café. Le jour du prétendu vol, la pluie tombait avec fureur alors qu'il cherchait du travail pour sa mère près de l'imposant manoir Noguera. Il se souvenait du bruit de la grêle sur les toits et de l'écho de pas pressés. Ce fut alors qu'il fut témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, Gustavo Noguera remettant un paquet à un homme avec une casquette noire. Il se cacha derrière un mur, tremblant, et enregistra la scène avec son vieux téléphone portable. Bien qu'il ne comprît pas la magnitude de l'acte, son instinct enfantin lui cria que cela était important. Quelques instants plus tard, Eduardo, le mendiant, apparut en courant dans la rue, couvert d'un manteau rapiécé et l'air épuisé. En passant, il s'arrêta brusquement en voyant Gabriel, qui avait glissé et était tombé dans un caniveau plein d'eau. « Tranquille, fiston, donne-moi la main, » dit l'homme, trempé jusqu'aux os. Il le sortit de là, l'enveloppa de son manteau et l'accompagna jusqu'au coin. Gabriel remercia le geste avec un sourire timide, sans imaginer que cet acte simple de compassion deviendrait l'axe d'un procès national. Alors que le mendiant s'éloignait, l'enfant rangea la vidéo, ignorant qu'il venait d'enregistrer le plus grand mensonge de sa ville. Derrière les murs opulents de marbre, l'homme d'affaires corrompu tissait déjà sa toile de silence et de manipulation. Cette nuit-là, le sommeil fut difficile pour Gabriel. Il se souvenait des yeux d'Eduardo, ce n'étaient pas les yeux d'un voleur, mais de quelqu'un qui avait trop souffert pour abriter de la haine. À la télévision, les nouvelles parlaient du « vol scandaleux » au manoir Noguera, montrant des photos d'Eduardo menotté, sale et confus. « Voleur arrêté », titrait-on. Gabriel sentit une boule dans sa gorge. Sa mère, remarquant son angoisse, demanda « Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils ?» Il secoua la tête, mais les larmes trahirent son secret. « Maman, ce n'est pas lui. » Elle l'embrassa sans comprendre. Cette nuit-là, alors que la ville dormait dans l'obscurité, Dieu alluma dans le cœur de Gabriel une flamme de courage indomptable. 2 jours plus tard, la ville était toujours obsédée par l'affaire. La voix de la peur était forte, lui murmurant des doutes. Et s'il ne me croit pas? Et s'il se moque de moi? Mais chaque fois qu'il pensait à Eduardo, il se souvenait du manteau mouillé sur ses épaules, de la chaleur au milieu du froid. Un homme qui donne son manteau ne vole pas un collier, se répéta-t-il avec une certitude presque sacrée. Sa foi enfantine le poussait. La vérité devait se manifester. Un après-midi, agenouillé près de son lit, il pria « Jésus, donne-moi du courage. Ne permets pas qu'il punisse un innocent. » Le calme emplit la chambre. Le lendemain, il cacha son téléphone et se dirigea vers le tribunal. Il marcha au milieu de l'indifférence des adultes, le cœur battant comme un tambour frénétique. Dans son esprit, une phrase résonnait, « La vérité libère ». Quand il franchit les portes du palais de justice, il sut qu'il n'était plus seulement un enfant, il était la voix de la conscience entrant au cœur d'un système corrompu, prêt à briser le silence. Le tribunal était bondé, les caméras brillaient, anticipant un spectacle médiatique plus que la justice. Eduardo Solto gardait la tête basse, les mains menottées. Le juge feuilletait des documents sans émotion. À sa droite, le procureur Alexandre Merel souriait, savourant déjà la victoire. Le verdict semblait une simple formalité. Cet homme a volé parce que la misère l'Y a poussé, déclara le procureur d'un ton théâtral, récoltant des murmures d'approbation. Le pouvoir parlait avec une autorité indiscutable. Gustavo Noguera, assis dans le public, croisa les jambes, feignant l'indifférence, mais dans son regard persistait un éclair fugace d'inquiétude. Il savait que tout mensonge a une durée de vie. Eduardo écoutait à peine,
chaque phrase du procureur était une blessure ouverte. Il a volé un collier d'une valeur historique. Nous l'avons trouvé dans son sac à dos. Il voulut répliquer, mais ne parvint qu'à un faible « Je ne l'ai pas fait, monsieur ». Le juge le coupa, nous avons déjà entendu votre version. Au fond, Gabriel observait la scène. L'air lui pesait, l'injustice se sentait. C'est la peur déguisée en loi, pensa-t-il. Au milieu du bruit, une goutte d'eau tomba du plafond, frappant le sol avec un son net et solitaire. Eduardo leva les yeux. Son regard croisa celui de Gabriel, et il y vit quelque chose que les autres avaient perdu, une pure espérance. L'enfant lui fit un geste presque imperceptible, portant son doigt à ses lèvres, un appel à résister. À cet instant, le mendiant sentit qu'il n'était pas seul, c'était la présence invisible de la foi qui l'enveloppait. Le procureur poursuivit son discours, l'accusé représente la décadence morale de notre société. Eduardo ferma les yeux, priant, mon Dieu, ne permets pas que la haine parle pour moi. Quand il les rouvrit, son regard n'était plus celui d'un vaincu. Son calme commença à déranger. Le juge se remua. Gustavo sentit le poids de cette sérénité. Soudain, le juge se prépara à prononcer la sentence. À cet instant, Gabriel fit un pas en avant. Sa voix enfantine traversa la salle, ce n'est pas la justice. Le murmure cessa. L'enfant avança avec son portable. J'ai tout vu. Le procureur se moqua, que peut savoir un enfant? Gabriel répondit avec fermeté, je sais que vous ne voulez pas voir. Ces mots, purs et simples, sonnèrent plus fort que n'importe quel plaidoyer juridique. Le jugement aveugle vacillait face à la lumière d'une âme innocente. Le juge frappa 3 fois du marteau, cherchant à restaurer un ordre déjà perdu. Tous regardaient l'enfant qui avait défié l'autorité. Gabriel tenait le portable comme une arme sacrée. J'ai la vérité ici, affirma-t-il. Le procureur tenta une dernière attaque, une vidéo? La justice ne se fait pas avec des jouets. Le public rit nerveusement, mais Gabriel ne broncha pas, alors, regardez-la et vous verrez que ce que vous appelez justice est un mensonge. Le juge, acculé par la logique de l'enfant, accepta. Approchez. Sans le savoir, il ouvrait la porte à la vérité enfouie. Gabriel marcha jusqu'au pupitre, ses pas résonnant sur le marbre. Tout est là, monsieur le juge. Le procureur objecta, ce matériel n'est pas dans le dossier. Le juge hésita, mais le poids de la vérité était plus grand. Si ce que dit cet enfant est faux, il en assumera les conséquences, avertit-il. J'accepte, répondit Gabriel. Le juge connecta le portable. L'écran s'illumina. L'image apparut, Gustavo Nogueira remettant le paquet à un homme en casquette. La vidéo, enregistrée de loin, était indéniable. Et en arrière-plan, la silhouette d'Eduardo Solto aidant un enfant trempé qui pleurait. C'est moi, murmura Gabriel, la voix brisée. La salle resta immobile. La vidéo continua, montrant Gustavo s'éloignant, et l'homme en casquette rangeant le paquet. Le silence était si profond qu'on entendait le bourdonnement du projecteur. Ensuite, l'image d'Eduardo, couvrant l'enfant de son manteau, son visage fatigué, mais bienveillant. Lorsque l'enregistrement se termina, le juge se pencha en arrière, stupéfait. Finalement, le juge rompit le silence. Monsieur Nogueira, pouvez-vous expliquer cela? L'homme d'affaires déglutit. C'est une manipulation. Mais son ton sonna creux. Le mensonge s'écroulait. Le procureur tenta de reprendre le contrôle, mais le juge l'interrompit, cette vidéo montre des faits, et les faits sont le langage de la vérité. À cet instant, une rafale de vent ouvrit une fenêtre et la lumière du soleil entra brusquement, tombant directement sur Eduardo Solto, comme une bénédiction visible. Le mendiant pleura en silence, les mains couvrant son visage. Merci, monsieur. La vérité a parlé. Le juge frappa du marteau, ému. Ce tribunal ordonne la vérification immédiate du matériel. Le public applaudit. 2 policiers s'approchèrent discrètement de Gustavo. Gabriel regarda le mendiant et sourit. Je vous l'ai dit. La vérité n'a pas besoin de crier pour être entendue. Eduardo lui rendit son sourire à travers ses larmes. Et tu es la preuve qu'il existe encore la justice. Pour la première fois depuis longtemps, le tribunal ne sentait pas le pouvoir, mais une espérance naissante. L'air devint irrespirable. Le juge déclara un ajournement, mais personne ne bougea. Tous regardaient Gustavo Nogueira,
dont le visage avait perdu sa couleur et son éclat arrogant. « C'est une farce, un montage », cria-t-il, mais sa voix n'intimidait plus, c'était celle d'un homme acculé. Gabriel ressentit un mélange de peur et de soulagement. Eduardo tremblait. L'enfant s'approcha et lui prit la main. « C'est la vérité qu'il a fait, monsieur. Pas moi. » Eduardo le regarda avec tendresse. « Non, mon fils. Tu as été sa voix. » L'image de l'enfant de 11 ans prenant la main de l'homme condamné fut capturée par un journaliste, et deviendrait un symbole national de foi et d'innocence. Le juge revint, frappant le marteau avec force. « Monsieur Nogueira, la justice ne s'achète ni ne se manipule. Ce tribunal a vu trop d'arrogance et si peu de vérité. » Les applaudissements éclatèrent. Le juge ordonna la détention préventive de l'homme d'affaires. Gustavo baissa les yeux, vaincu, tandis que les caméras captaient sa chute. Eduardo et Gabriel restèrent ensemble en silence. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit le mendiant. L'enfant sourit. « Ne me remerciez pas, remerciez Dieu. » Un rayon de soleil se filtra par les fenêtres, baignant le visage d'Eduardo d'une lumière dorée, confirmant que l'espérance était revenue. Le soleil tombait de biais lorsque le juge revint au pupitre, la froideur de ses yeux avait été remplacée par une nouvelle conscience. « Ce tribunal, dit-il d'une voix tremblante, a commis une erreur. » Le silence fut révérencieux. Monsieur Solto a été accusé injustement. Les preuves présentées par l'enfant Gabriel Bastos démontrent son innocence. Le juge prit une profonde inspiration. Par conséquent, j'ordonne sa libération immédiate. Le bruit des chaînes tombant au sol résonna comme une cloche sacrée. Eduardo regarda ses mains libres, sans réagir immédiatement. Et ce tribunal doit présenter des excuses publiques pour avoir manqué à la vérité. Les mots furent un baume. Gabriel courut l'étreindre. « Je vous l'ai dit, monsieur. Dieu n'oublie pas les innocents. » Le juge s'approcha d'Eduardo. « J'ai condamné beaucoup d'hommes, mais je n'ai jamais ressenti autant de honte qu'aujourd'hui. » Eduardo lui prit la main. « La honte peut aussi être un commencement, monsieur. Pouvez-vous me pardonner ?» Le mendiant sourit faiblement. « C'est déjà fait. » Cette réponse simple et limpide fit pleurer plusieurs personnes. Quand Eduardo franchit les portes du tribunal, la foule l'acclama. Il marcha lentement, la tête haute, respirant la liberté comme un miracle. Il s'arrêta sur les escaliers. La vérité peut être humiliée, mais jamais vaincue. C'était le son d'un peuple qui s'éveillait. Les premières images de la libération se propagèrent comme un incendie moral. La photo de l'enfant et du mendiant devint le symbole d'une nation fatiguée des mensonges. Dans les quartiers modestes, les gens pleuraient. Gustavo Nogueira, tourmenté dans son manoir, voyait comment son nom devenait synonyme de honte nationale. La peur avait changé de camp, et son empire s'écroulait. Pendant que le chaos médiatique se déchaînait, Gabriel et Eduardo marchaient dans une rue tranquille. « Pourquoi tout le monde veut nous parler ?» demanda l'enfant. Eduardo sourit, fatigué. « Parce que la vérité effraie, mon fils, mais elle illumine aussi. » Avec le temps, tous deux devinrent un symbole d'espérance. Eduardo commença à travailler comme conseiller dans un refuge, aidant les autres à trouver un but. Une nuit, une enveloppe arriva par la poste. Sans expéditeur, juste le mot « pardon ». À l'intérieur, une brève lettre de Gustavo. « J'ai été aveuglé par le pouvoir. Vous m'avez montré ce qu'est l'humanité. Merci de m'avoir donné ce que je n'ai jamais eu, la vérité. » Eduardo l'arrangea en silence. Le temps passa, et le refuge se transforma en la « maison de la vérité ». Gabriel Bastos devint un homme et, respectant sa promesse, entra à la faculté de droit. « La justice a besoin de gens comme toi », lui dit Eduardo. Des années plus tard, dans le quartier où Eduardo avait dormi, fut inaugurée la place du courage et de la vérité. La statue montrait l'enfant levant son portable et l'homme serein à ses côtés. Gabriel prononça un discours, « Aujourd'hui, nous célébrons la justice qui naît du cœur. » Une nuit d'hiver, Eduardo Solto sentit que son temps s'achevait. Assis près de la fenêtre, enveloppé dans une couverture, il sourit faiblement à Gabriel. « Si je ne me réveille pas demain, promets-moi que tu continueras à te battre pour ceux que personne n'écoute. » À l'aube, Gabriel le trouva assis, le visage serein, les yeux clos. Sur ses genoux, la Bible était ouverte à la page marquée « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Gabriel tomba à genoux, pleurant de gratitude.
Maintenant, il est libre, Seigneur, plus que jamais. Un rayon de soleil entra par la fenêtre, confirmant que l'œuvre divine était achevée. Les funérailles furent très suivies. Gabriel, désormais un jeune homme formidable, prit la parole. Aujourd'hui, nous n'enterrons pas un mendiant, mais un homme qui nous a rappelé que la foi en Dieu peut changer une nation. Gabriel tint sa promesse. Il devint juge et défenseur des innocents. Dans sa salle, la justice n'était pas mesurée par les lois, mais par l'humanité. Chaque sentence qu'il signait, il la signait en pensant en silence, pour toi, Eduardo, pour tous ceux qui attendent encore la justice. Son héritage inspira des écoles et des fondations. Un après-midi, sur la place de la statue, un enfant demanda à Gabriel, « Qui sont-ils » Gabriel sourit. Un homme et un enfant qui ont cru que dire la vérité pouvait changer le monde. Le petit demanda, « Et ça a changé » Gabriel prit une profonde inspiration. Oui, mais le monde a besoin que nous continuions de croire. L'écho de cette histoire résonne toujours. Gabriel, debout devant la statue de son vieil ami, ferma les yeux et murmura, « Jésus, que la vérité ne se taise jamais. » Le vent agita les fleurs. La vérité, bien qu'humiliée, ne fut jamais vaincue.